Mesdames, Messieurs, chers Européens, chers amis de confrontation, mon cher ami Pierre, on dit que les grandes choses sont forgées dans les moments les plus difficiles. Ces jours-ci, le forgeron semble faire des heures supplémentaires, car notre Europe vit actuellement des moments très très mouvementés. Pandémie et crise écologique, instabilité politique et géopolitique, guerre à nos portes, révolution numérique et ses implications sur le travail, croissance de mouvements populistes qui mettent vraiment en cause les piliers essentiels du projet européen. Alors la question se pose, quelle Europe sortira de la forge? La réponse sera sans doute alimentée par des réflexions techniques et aussi pratiques. Mais la réponse doit aussi être fondée sur nos valeurs. Qui dit Europe dit coopération et solidarité entre pays, entre régions, entre générations, entre peuples, pour que personne ne soit oublié ou laissé de côté. C'est à quoi nous nous sommes efforcés de travailler avec la politique européenne de cohésion ces 5 dernières années. Au début de mon mandat, en tant que commissaire européenne, en charge de la cohésion et des réformes, nous avons été confrontés à la pandémie. En seulement 4 semaines, nous avons mobilisé une aide d'urgence pour maintenir les entreprises, pour maintenir les emplois et pour soutenir les soins de santé et les travailleurs de la santé. Au bout du compte, nous avons mobilisé 23 milliards d'euros de soutien d'urgence et 50 milliards de nouveaux financements pour effectivement relancer l'économie. Aujourd'hui, nous tenons la reprise économique pour acquise, puisque l'économie de la plupart des régions a rebondi en à peine un an. En comparaison, il a fallu plus de 10 ans à beaucoup de régions pour se relever de la crise financière 2007 et 2008. Quelle est la différence clé entre ces deux crises et reprises? L'action de l'Europe pour répondre à la pandémie a été à la fois rapide, solidaire et massive. Elle a pris la forme de Next Generation EU, le plan de relance européen, qui a permis de financer les plans de relance nationaux et de renforcer la politique de cohésion afin d'apporter des financements additionnels sur le terrain dans les délais extrêmement courts et en partenariat avec les autorités régionales et locales. Et nous avons à nouveau mobilisé ce modèle de soutien rapide et flexible par la politique de cohésion. Lors de la crise des réfugiés, nous avons en fait soutenu des organismes d'accueil, notamment des municipalités, des ONG. Et lors de la hausse des prix d'énergie, nous avons mobilisé une troisième fois des soutiens d'urgence pour les ménages et pour les entreprises les plus vulnérables. Mais l'enjeu le plus important de la politique de cohésion reste la convergence à long terme. Les 13 États ayant rejoint l'Union depuis 2004 ont vu leur PIB par habitant passer de la moyenne, à peu près 52% de la moyenne européenne à la date de leur adhésion, à près de 80% aujourd'hui. C'est ce que la Banque mondiale appelle la machine de convergence de l'Europe. Et la politique de cohésion en est son moteur. Investissant dans des secteurs clés pour le développement régional, tels que l'énergie verte et les biotechnologies, augmentant la productivité et l'innovation, réduisant la fracture numérique, améliorant l'accessibilité des services publics, y compris l'éducation, les soins de santé et les transports. Tous ces investissements ont réduit
les disparités de développement régional. L'effet cumulatif des investissements entrepris lors des 2 dernières périodes de programmation, c'est 2007-2013 et 2014-2020, s'élèvera à 12% du PIB dans les régions les plus soutenues. Il convient de rappeler que toutes les régions en ont bénéficié, même les plus riches, et que le gain équivalent de PIB pour l'ensemble de l'Europe s'élève à 1%, à comparer avec le pourcentage investi par cette politique qui s'élève à environ 0,3% du PIB européen. Ce résultat positif est dû à l'accès à un marché plus large, à la possibilité pour les entreprises de se placer sur des chaînes de valeur à l'échelle européenne. Autrement dit, le marché unique fonctionne mieux dans des conditions de concurrence plus équitables grâce effectivement à la politique de cohésion. Mais de grands défis subsistent et notre monde est en transformation. Comment continuer dans ce même esprit de solidarité qui permet à toute l'Europe d'être gagnante? Je mentionnerai seulement 2 exemples de défis. Tout d'abord, le piège du développement. Malgré la tendance générale à la réduction des disparités, certaines régions sont tombées dans ce piège de stagnation économique, souvent associé à une fuite de talents, surtout des jeunes talents, et à une insuffisance de l'écosystème d'innovation et aussi de la capacité administrative. Et que signifie cette stagnation? Que la croissance économique des régions affectées ne progresse pas, alors qu'elle augmente dans d'autres régions, et que chaque année, le mécontentement politique monte dans ces régions qui ont le sentiment d'être laissées de côté, dont les habitants craignent pour leurs emplois, pour la qualité des services publics et peinent à se projeter dans un avenir assombri pour eux et leurs enfants. La solution est d'investir dans les talents, dans l'attractivité des régions, dans le renforcement de leur compétitivité, dans la capacité des structures régionales à générer un cercle vertueux de développement. Notre Europe s'est construite sur la liberté de circulation, qui est et devrait rester un principe fondamental du marché intérieur. Mais nous devons aussi promouvoir, et Enrico Letta vient de le rappeler, promouvoir la liberté de rester chez soi, dans sa région, afin que personne ne se sente obligé de partir pour des raisons purement économiques. En deuxième lieu, nous devons relever le défi de la triple transformation. La transformation numérique, verte et démographique. Notre monde change. Si nous voulons peser aux côtés de la Chine et des États-Unis, nous ne pouvons pas dépendre des ressources et capacités seulement d'une partie de nos régions. Nous devons mobiliser les forces et les avantages comparatifs de chacun de nos territoires, tout en sachant que de nouvelles activités peuvent changer la donne. Les énergies renouvelables changent la géographie de la production d'énergie. Les biotechnologies et autres technologies émergentes sont source de nouvelles opportunités. Mais pour enraciner ces technologies intereuropéennes et créer des opportunités, il faut investir. C'est pour cette raison qu'il nous faut repenser la limite de 1% que nous nous imposons sur le budget européen. C'est pour cette raison que le nouveau cadre de gouvernance économique doit promouvoir la stabilité et la croissance des comptes équilibrés, bien sûr, mais aussi de l'investissement public et privé. C'est pour cette raison qu'il faut oser
de penser à des modèles novateurs pour financer nos politiques, tels que ceux de SURE ou Next Generation EU. C'est également pour cette raison que la politique de cohésion, principale politique d'investissement, doit être renforcée dans le futur. Face aux défis de l'avenir, notre Europe doit aller loin. Alors, nous devons voyager ensemble dans un esprit de solidarité, offrant un avenir pour chaque région, ne laissant aucune région à l'écart et encourageant la liberté de rester. Ensemble, dans les nouvelles technologies, en mobilisant les ressources et forces de chaque région d'Europe pour faire face à la concurrence globale. Ensemble, dans la bonne gouvernance, en soutenant non seulement les capacités administratives et les réformes institutionnelles, l'approfondissement du marché intérieur, mais aussi les politiques européennes d'investissement. Et cette Europe, stimulée par la concurrence, renforcée par la coopération et unie par la solidarité, le fameux triptyque dont nous parlait Jacques Delors, cette Europe peut aller très très loin. Cela doit rester notre combat. Cela doit être notre ambition. Je vous souhaite d'excellentes discussions. Un grand merci.